French Science Studio présente le podcast de l'Odyssée des métiers du futur. Nous traitons des innovations et de leur impact sur la société et sur les métiers. Nous recevons des experts pour éclairer les transformations induites par ces innovations. Aujourd'hui, nous recevons Mehdi Selami, cofondateur de 3D Morphose. Bonjour Mehdi. Bonjour. Mehdi, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta structure ? Alors Mehdi Selami, j'ai 37 ans, j'ai créé une société spécialisée dans la fabrication additive qui s'appelle 3D Morphose. On est positionné sur Reims, donc nous on va répondre à tous les besoins en conception, prototypage, petite et grande série pour les industriels. Donc chef d'entreprise ? Tout à fait. Et tu as quel parcours initial pour être arrivé à devenir entrepreneur dans l'impression 3D ? Alors un parcours qui n'a rien à voir avec mon activité actuelle. Moi là-bas j'ai un doctorat en immunologie. J'étais enseignant-chercheur en CDD à la faculté de pharmacie de Reims. Je donnais des cours en immunologie et en virologie, un sujet qui est un petit peu à la mode en ce moment. Et puis l'envie vraiment de me lancer, de créer ma boîte, de voir autre chose que le monde public et universitaire. Donc un de mes cofondateurs, un de mes anciens associés, du coup, m'a proposé le projet à l'époque. J'ai dit bingo, on y va. Grande bascule à ce moment-là dans un nouveau statut et une nouvelle vie. Tout à fait, tout à fait. Donc entrepreneur depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare, impression 3D ? Qu'est-ce que c'est que l'impression 3D ? Alors l'impression 3D, pour faire rapide, c'est une méthode de fabrication. On va pouvoir fabriquer des objets, réaliser vraiment tous les objets que l'on souhaite. Petit historique, donc c'est une méthode qui a pas loin de 40 ans maintenant. Les premiers brevets datent des années 80, 84, 85. Pour le petit côté cocorico, il y avait 2 équipes qui travaillaient dessus, une équipe française, une équipe américaine. Les Français sont les premiers à avoir breveté, mais un schéma classique. Ils n'ont pas poursuivi ensuite les études. Les Américains, eux, ont continué. Ils ont continué les brevets. Ils ont créé 3D Systems, qui est aujourd'hui le leader mondial de l'impression 3D. Une société qui fait presque $1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, c'est le leader, le géant de l'impression 3D. Mais on était là au début. On connaît tous l'impression classique, mais qu'est-ce qu'apporte l'impression 3D ? Alors, l'impression 3D, on parle vraiment d'objets. L'impression 2D classique, tout le monde connaît. On va imprimer sur une feuille, une image, des textes, tout ce qu'on veut. Là, l'idée, c'est vraiment de fabriquer un objet en 3 dimensions. Mais quelle technologie permet ça ? À quoi ça ressemble, une imprimante 3D ? Alors, une imprimante 3D, vous en avez déjà sûrement vu, soit à la télé, soit sur Internet, sur les plateformes de vidéos. Si c'est pas le cas, allez-y, ou allez voir votre imprimeur 3D près de chez vous. Il y a plusieurs technologies et globalement, le principe de cette technologie qu'on va appeler fabrication additive, parce qu'on ajoute de la matière. Donc, comme je viens de le dire, le but c'est on va déposer de la matière uniquement où on a besoin. À l'inverse des technologies dites soustractives, comme l'usinage, comme la découpe laser, où là, on va partir d'un bloc de matière brute et on va enlever de la matière. Fondamentalement, la grande différence, c'est quoi ? C'est le nombre de déchets qui va diminuer. Vous prenez de l'usinage, des fois, vous avez jusque 90% de déchets une fois que vous avez créé votre pièce. À l'inverse, l'impression 3D, des fois, vous avez 0% de déchets quand vous avez créé votre pièce. Donc, il y a vraiment un aspect environnemental très important à prendre en compte. Et quel était l'enjeu technologique pour créer cette impression 3D ? Puisque du coup, on dit il y a 2 équipes. Mais quel était l'enjeu technologique à craquer ? L'enjeu technologique, c'était les formes complexes. Aujourd'hui, l'avantage de cette technologie, c'est vraiment de pouvoir faire des formes très complexes qu'on ne peut pas faire autrement, ou alors qui vont coûter très cher à faire avec des méthodes traditionnelles, parce qu'il va falloir reprendre la pièce plusieurs fois, il va falloir utiliser plusieurs technologies, ça amène des coûts très importants. Là, avec une seule technologie, on va pouvoir faire une forme très complexe ou hyper personnalisée, très facilement et très rapide. Et comment on utilise concrètement une imprimante 3D ? Alors pour l'utiliser, la base, c'est vraiment le fichier 3D, le fameux fichier 3D qu'on vous demande quand vous voulez faire imprimer une pièce. Donc ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, faire un fichier 3D, c'est pas amené à tout le monde. Tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut des compétences en conception, en modélisation. Il ne faut pas juste savoir dessiner une pièce, il faut vraiment avoir toute l'ingénierie qui est derrière, savoir si, en la dessinant de cette façon-là, elle va être assez résistante ou non. Est-ce qu'il faut mieux que je mette des renforts ici ? Est-ce qu'il faut mieux que je mette des renforts là ? Donc il y a vraiment quelque chose un vrai travail d'ingénierie derrière. C'est pas juste on dessine la pièce. Et en plus de ça, même ne serait-ce que dessiner la pièce, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc c'est pour ça que cette technologie peine à arriver sur le marché du grand public, parce que le grand public a du mal à avoir ces fichiers 3D. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus de banques de fichiers 3D qui arrivent, où les fichiers sont disponibles. Certains grands fabricants d'électroménagers commencent aussi à fournir ces fameux fichiers 3D, on en reviendra là-dessus après.
Et donc, ça commence à être un peu plus facile. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le gros problème. Donc c'est l'amont, c'est-à-dire l'édition de logiciels, du coup. C'est ça. Et la pratique de ces logiciels. C'est ça, savoir vraiment utiliser les logiciels de conception pour faire des pièces qui seront techniquement valides une fois que vous l'aurez imprimé. Qui est-ce qui fait des logiciels? Dassault Systèmes, des gens comme ça? Ça va être les Dassault Systèmes avec SolidWorks qu'on présente plus ou Katia, ça va être la gamme Autodesk avec Fusion 360, avec AutoCAD, ça va être tous les logiciels de ce type. Qu'est-ce que procure comme opportunité, du coup, et comme avantage l'impression 3D? On parlait des déchets. On parle des déchets, on va parler aussi de la relative facilité d'utilisation d'une imprimante 3D. Si vous savez faire un fichier 3D, utiliser une imprimante 3D grand public, c'est vraiment très simple. Vous pouvez en acheter une pour quelques centaines, quelques milliers d'euros. Vous la mettez sur votre bureau et dans la journée, quasiment, vous savez l'utiliser. Donc, si vous êtes une petite société, que vous voulez faire de la R&D, que vous voulez développer des nouveaux prototypes, ça peut vous permettre de gagner vraiment un temps fou, au moins pour déterminer des premiers concepts. Après, effectivement, si vous devez aller plus loin, je vous conseille quand même fortement d'aller voir des professionnels, des bureaux d'études qui sont spécialisés là-dedans pour vous accompagner sur les choix des matériaux, toutes les contraintes techniques, mécaniques des pièces. Mais très rapidement, vous pouvez débroussailler la piste sur laquelle vous allez. Donc, si je reformule, c'est très avantageux pour créer des pièces complexes, des prototypes. Mais du coup, est-ce que l'impression 3D, elle permet aussi de passer à l'échelle d'industrialisation? On y vient aujourd'hui, c'est clair, c'est vraiment une technologie qui est adaptée au prototype, à la pièce unique, à la petite série. On en vient de plus en plus à des séries assez conséquentes. Par exemple, là, je suis sur un sujet où il y aura potentiellement 25 000 pièces à faire. Donc là, on commence à tutoyer la grande série. On n'en est pas encore optimisé pour ces quantités, mais ça commence à venir de plus en plus. Donc on peut imaginer vraiment que cette technologie qui aujourd'hui reste complémentaire des technologies traditionnelles, on peut vraiment imaginer que dans quelques années, elle va totalement remplacer les autres technologies de fabrication. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça irait jusqu'à construire des usines basées sur des technologies d'impression 3D? Mais ça, on ne l'imagine plus. C'est déjà une réalité. Aujourd'hui, on peut imprimer une maison. On peut imprimer un bâtiment en 3D. Oui, en 3D, à Reims, là, actuellement, donc la ville d'où je suis issu, on a tout un quartier qui est en train d'imprimer en 3D. Ça, c'est sur des prototypes, mais industrialisés, c'est-à-dire à grande échelle. Est-ce que demain, on peut imaginer une chaîne de montage auto qui sortirait, j'en sais rien, 10 000 véhicules an, et dont une partie serait réalisée en impression 3D? Alors, l'industrie automobile utilise déjà l'impression 3D à des fins de personnalisation. En fait, réaliser 100 000 pièces identiques en impression 3D, je dirais que c'est presque un non-sens. Le gros avantage de cette technologie, c'est vraiment... Pourquoi c'est un non-sens? Parce que si vous avez des pièces standards qui sont toutes identiques à faire, on va d'abord regarder la fabrication d'un outillage, un moule ou quelque chose comme ça, qui permet de refaire toutes les pièces identiques et d'avoir des très hautes cadences. C'est le principe de l'injection plastique, par exemple, ou d'autres technologies. La productivité est meilleure à ce moment. Exactement, on a une productivité qui est meilleure et un coût de revient de la pièce qui va être très bas parce que vous avez des très grandes séries. L'avantage de l'impression 3D, ça va être vraiment d'avoir cette série de 10 000, 50 000, 100 000 pièces, 100 000 pièces totalement personnalisées. Aucune ne sera pareille. Et vraiment, vous allez fabriquer votre voiture comme vous le souhaitez, avec les finitions que vous souhaitez, avec les décorations que vous souhaitez, les motifs que vous souhaitez. C'est vraiment ça le gros avantage de la techno, et ça, on peut vraiment l'imaginer dans les années à venir. Du coup, on prenait des exemples concrets, automobile, habitation, un quartier entier à l'échelle de Reims. Ça veut dire quoi? Comment on travaille pour réaliser un quartier entier? Comment on travaille? On laisse surtout la machine travailler, c'est ça le gros avantage. C'est qu'en quelques heures, on peut faire une maison. On peut faire le bâti, tous les murs de la maison peuvent être imprimés en quelques heures. On dépose la machine et puis elle lance l'impression, elle fabrique les murs. Dès que vous avez fini, vous la déplacez, elle fait la maison d'à côté, qui peut être totalement différente de la première maison que vous avez imprimée. Pas grave, vous n'avez pas de moule, vous n'avez pas d'outillage, c'est juste une machine qui fait les maisons sur demande. Un travail en amont sur fichier. Il faut une machine de quelle taille pour fabriquer une maison? Alors, c'est des machines très grandes, tout à fait. Là, on parle de machines qui, bien souvent, sont des machines qui peuvent se déplacer sur chenilles. Imaginez une pelleteuse, sauf qu'au lieu d'avoir une pelle derrière qui creuse, c'est vraiment une tête qui vient apporter le béton. Il faut imaginer ce type d'outil, d'engin pour fabriquer une maison. Si on veut faire une usine, fatalement, il faudra des imprimantes qui seront encore plus grandes. Et le coût? Pour l'impression 3D des bâtiments, le coût devient de plus en plus abordable, vu que de plus en plus de promoteurs immobiliers et autres architectes s'y mettent. Donc, c'est vraiment pas un sujet de science-fiction. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Je peux pas vous donner une échelle de coût à l'euro près ou au millier d'euros près, mais c'est quelque chose qui maintenant devient possible. Du coup, ça va supprimer beaucoup d'emplois. Ça va transformer beaucoup d'emplois. Fatalement, potentiellement, ça risque d'en supprimer. Ça va aussi en créer de nouveaux. Mais voilà, c'est comme toute nouvelle innovation. Ça tue des emplois, ça en crée des nouveaux, ça en modifie certains. Ça veut dire que concrètement, quand on fabrique un quartier comme Reims, l'architecte va beaucoup plus loin dans la création de son fichier, ou d'ailleurs il fait peut-être même appel à une société d'ingénierie pour finaliser
le fichier 3D à destination de l'imprimante, c'est ça? Alors, c'est ça. Disons qu'on parle des métiers qui vont se transformer. Je pense que eux, c'est typiquement le métier qui va se transformer parce qu'avant, ils étaient contraints par des méthodes de fabrication qui avaient des limites. On ne pouvait pas faire toutes les formes au bâtiment, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Là, l'impression 3D va permettre justement de libérer totalement leur créativité et proposer des designs de bâtiments sans limite, très originaux, tous différents. C'est un métier qui va se transformer, qui va prendre le plein pouvoir de son potentiel, si je puis dire. Et après, c'est quoi? Les maîtres d'œuvre s'équipent en impression 3D ou c'est des entreprises d'impression 3D qui viennent intervenir sur le marché des maîtres d'œuvre? Aujourd'hui, c'est des entreprises spécialisées dans l'impression 3D bâtiment. Maintenant, on peut imaginer que demain, les maîtres d'œuvre, les boîtes de travaux publics, bâtiments de travaux publics pourront acheter, s'équiper et se former avec ces nouvelles technologies. Et comment ils font après? Ils impriment, mais il faut quand même qu'il y ait de la maîtrise d'ouvrage et puis, j'allais dire, des maçons, etc., qui travaillent quand même pour assembler l'ensemble ou pas? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Après, la chaîne va reprendre son schéma traditionnel. On va vraiment imaginer le bâtiment, on va l'imprimer soit sur place, soit le fabriquer en usine et transporter ses parties de maison à l'endroit où on veut les assembler. Et après, on prend un schéma traditionnel où toute l'isolation, toute l'électricité, tout ça, ça va être fait par des méthodes comme maintenant. Quelles sont les limites de cette approche? Alors, les limites de cette approche, les limites de l'impression 3D au sens général, c'est qu'à l'heure actuelle, je l'ai dit juste avant, même si on commence de plus en plus à y aller, c'est qu'on va être limité sur de la pièce unique, de la petite série. On commence de plus en plus à aller sur de la grande série, mais ça reste encore très limité. Si je reviens sur ma spécialité, qui vont être les pièces mécaniques, on n'aura pas forcément tout le temps les mêmes résistances mécaniques, les mêmes caractéristiques mécaniques sur une pièce imprimée en 3D et sur une pièce faite par usinage. Donc il y a encore tout ce travail de qualification qui est en train d'entreprendre notamment toute l'aéronautique et aérospatiale pour pouvoir qualifier ces pièces imprimées en 3D et pouvoir les utiliser dans les avions et les fusées. Par contre, une fois qu'ils y arriveront, pour eux, c'est un avantage en termes de poids des pièces, en termes de coût de fabrication qui va être énorme. Haute limite, ça va être l'état de surface, bien souvent. Pareil, je reviens sur mes pièces mécaniques. Vous avez sûrement déjà vu une pièce imprimée en 3D. On voit souvent des couches successives parce que c'est la méthode qui veut ça, ou un aspect granuleux de la méthode. Et ça, aujourd'hui, ça va entraîner un problème au niveau de l'état de surface et des dimensions. On n'aura jamais, pour le moment, les mêmes précisions que par une pièce faite par usinage. Et en termes énergétiques, qu'est-ce qui est le plus consommateur? L'impression 3D consomme beaucoup d'énergie? Tout dépend de la technologie. Il faut savoir que l'impression 3D, il y a 3 grands types de technologies. Si vous prenez des petites imprimantes de bureau, ça consommera pas plus qu'un ordinateur. Donc là, c'est pas très consommateur d'énergie. Si effectivement vous partez sur des imprimantes capables de fusionner du métal, là, ça va être beaucoup plus gourmand. Oui, et dans la construction, pareil. Donc mécanique, construction, c'est quand même des enjeux. C'est quand même des enjeux, oui, tout à fait. Donc enjeu de consommation d'énergie. Par contre, impact positif sur l'utilisation de matière. Impact positif sur l'utilisation de matière. Plus économe. Plus économe, mais pas que. Je vais prendre un exemple que je prends souvent, et j'anticipe peut-être les débats, mais sur le bouleversement de cette technologie sur notre société. Imaginez aujourd'hui une pièce détachée d'un électroménager ou d'un appareil que vous avez à la maison, quelque chose comme ça. Normalement, le fabricant est censé vous fournir les pièces pendant X temps. Il est censé vous êtes censé savoir avant d'acheter l'objet combien de temps vous allez pouvoir vous procurer des pièces détachées. Il est censé pouvoir vous les fournir sous 2 mois. Sauf qu'on l'a vu avec les derniers mois, toutes ces pièces-là, qui souvent sont faites en plastique, sont fabriquées à l'autre bout du monde. Dans le meilleur des cas, en Europe de l'Est, mais on ne va pas se leurrer, la plupart du temps, c'est fabriqué en Asie. Si vous avez une rupture là-bas, ça entraîne une rupture ici. Quand la production va reprendre en Chine, il va falloir que la production reprenne. Ensuite, il va falloir amener la pièce jusqu'en Europe, donc cargo ou avion. Une fois qu'elle est avion, c'est centre de logistique, c'est transport, c'est tout ce que vous voulez pour l'amener dans votre magasin pour changer une petite pièce en plastique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact écologique et logistique de juste changer une pièce en plastique sur votre appareil. Demain, cette pièce-là, vous la faites chez vous, sur votre bureau, ou dans votre ville qui a des imprimantes 3D à disposition. Vous avez vu tout l'impact logistique et écologique qui va vraiment diminuer, voire même totalement anéanti. C'est un impact énorme. Ça paraît pas, mais c'est un impact énorme. Et en termes de coût? En termes de coût, théoriquement, ça va diminuer. Pourquoi? Parce que tous vos constructeurs ou fabricants qui avaient des stocks entiers de pièces pour pouvoir pallier à la demande, demain, ils auront juste un stock numérique. Et donc, un stock numérique, c'est un fichier 3D qui est stocké sur un disque dur et qui est vendu à des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Sauf que stocker un seul fichier 3D et stocker 10 000, 100 000 pièces dans un entrepôt, c'est pas du tout le même coût. Pour illustrer cet exemple, c'est Airbus, de mémoire, ils ont un stock dans le monde entier qui fait plusieurs milliards d'euros. Des milliards d'euros, on ne parle pas de 500 000 euros. Imaginez que demain, Airbus, dans le meilleur des mondes, ait la capacité à totalement virtualiser son stock et à le produire à la demande. C'est des milliards d'euros
qui remontent dans la trésorerie des entreprises. Donc on peut imaginer que ça fasse vraiment descendre les coûts de production et surtout que les sociétés aient des capacités d'investissement et d'innovation qui sont décuplées. Est-ce que cette technologie participe de l'opportunité de réindustrialiser en France? Totalement, parce qu'on peut produire en France. On peut refabriquer des prototypes, des petites séries en France, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Combien de clients j'ai qui viennent me voir et qui veulent faire leurs protos, parce qu'aujourd'hui, leurs pièces en série sont fabriquées en Chine, sauf que c'est là-bas aussi où ils font la partie prototypage, et ça prend des semaines, ça coûte cher, parce que les allers-retours, le transport, et manque de réactivité. Là, l'avantage, c'est que vous avez dans votre ville la personne qui va vous faire les plans, le proto, la petite série, et potentiellement, on l'imagine, trouver le partenaire pour l'industrialisation qui est aussi en France. On comprend aussi que ça crée de l'emploi localement. Savoir créer de l'emploi L'entreprise localement, ça réimplante des entreprises localement. Ça peut réimplanter des entreprises et ça peut surtout favoriser les circuits courts. Moi, j'ai aussi beaucoup de clients. La plupart de mes clients sont en circuit court. Ils veulent travailler avec un partenaire près de chez eux parce que pour tous les impacts que je vous ai cités précédemment, pour aussi recréer du lien avec une personne physique et non plus à envoyer un mail à l'autre bout du monde et qu'on soit mal compris par le mail. Là, au moins, il y a une personne physique à côté avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger. Et bien souvent, ça enlève un grand nombre de problèmes parce qu'on a tout de suite réglé le problème. Du coup, il va y avoir des plans d'investissement. Dans l'impression 3D pourrait bénéficier de plans d'investissement? Alors, il y a eu énormément de plans d'investissement jusqu'à présent. Là, il y en a encore un en cours de mémoire. Il prend jusqu'à 20% de vos investissements matériels. Et on peut imaginer que dans les mois à venir, d'autres vont arriver. C'est même sûr et certain. Donc, c'est un secteur en pleine croissance et soutenu. Tout à fait, oui. Tout à fait. En quoi cette technologie, elle influe sur notre manière de consommer ou elle répond à des enjeux de consommation? Je vais reprendre l'exemple que je vous ai cité juste avant. Avant, une pièce, vous la faisiez fabriquer en Chine, il fallait un cargo, il fallait du stock, il fallait de la logistique. Demain, vous la fabriquez au coin de votre rue, donc vous faites fabriquer ça chez un partenaire local. Alors, c'est quelque chose qui va être totalement invisible pour le consommateur final. Il ne verra pas tout ça. Mais le professionnel, lui, il va tout de suite voir tout l'impact Donc ça entraîné. influe sur le fait qu'on puisse réparer des objets qu'on a et de les faire durer plus longtemps? Tout à fait, tout à fait. Ça influe sur tout ce qui est petite série, la capacité à avoir des objets customisés qui répondent à nos attentes personnelles? Qui répond à nos attentes personnelles, qui répond aux attentes des clients. Vous allez lancer une petite série, 100 pièces, 1000 pièces. Très rapidement, vous allez avoir les premiers retours. Ah, ça va pas. Et tout de suite, on va changer le fichier 3D et tout de suite, on va relancer une petite série de 1000 pièces corrigées. Sans avoir un stock de 100 000 pièces sur les bras liquidés, parce que pour avoir des bons prix, il fallait faire un moule, il fallait faire 100 000 pièces, sauf que vous avez 100 000 pièces qui sont pas défectueuses, mais qui sont avec de grands retours clients. Là, vous faites vos 1000, vous les testez, les 1000 suivantes, vous les corrigez, et ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir vraiment la pièce ultime. Et là, vous pouvez songer à investir dans des grandes quantités. Et puis des choses complexes aussi. Ce qu'on disait, c'est-à-dire des choses qui sont même difficiles à produire si elles n'étaient pas faites en impression 3D. C'est ça. Alors, soit difficile à produire, soit des assemblages complexes, des assemblages de plusieurs pièces. Là, on va le faire en une seule fois. Alors, le coût unitaire de la pièce, oui, va paraître plus cher sur une seule pièce par rapport aux 3 que vous avez assemblés. Par contre, vous allez gagner en temps de montage, vous allez gagner en temps de réglage. J'ai des clients, ils ont pu faire en 1 heure ce qu'ils faisaient des fois en 1 journée et demie. Parce qu'ils avaient refait une pièce totalement optimisée pour leurs besoins et ils gagnaient jusqu'à 1 heure, 1 journée et demie de montage et réglage sur leur machine. Donc gain aussi de productivité derrière. Et est-ce que la crise a révélé les utilités de l'impression 3D? Est-ce qu'il y a eu des applications concrètes? Est-ce qu'elle a révélé l'utilité de l'impression 3D? Oui. C'est d'ailleurs pour ça que notre gouvernement veut vraiment réindustrialiser la France et pouvoir reproduire le plus possible en local. L'exemple concret que vous avez sûrement tous vu aux infos ou dans les journaux, ça va être les visières de protection pour les soignants lors de la première vague en mars 2020. Plus de sourcing en Chine parce que tout était fermé. Donc rupture de stock partout en France. Et le temps que l'injection, les moules d'injection, toute l'industrie de l'injection se mette en place, l'impression 3D a permis de rapidement produire des dizaines, voire des centaines de milliers, même plus, je pense qu'on a tutoyé le million d'exemplaires sur toute la France et pouvoir fournir rapidement des objets. Nous, sur Reims, c'est ce qu'on a fait. Ça a même aussi créé un effet auquel on ne s'attendait pas, mais des microstructures de fabrication mêlant professionnels, particuliers, institutionnels, des Fab Labs, des écoles. Et on s'est regroupé, nous on a regroupé jusqu'à presque 100 acteurs pour fabriquer ces visières sur le département de la Marne et pour pouvoir livrer les différents hôpitaux du département. Quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés du coup par l'impression 3D? On parlait bien sûr de l'industrie. Voilà, on en a parlé, l'industrie, on a parlé du BTP. Je crois qu'aussi le plus gros secteur qui va être impacté, on n'en a pas encore parlé, c'est le secteur du médical. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la bioimpression, cette possibilité de refabriquer des organes sur demande. Ça paraît de la science-fiction et pourtant, on n'en est pas loin. On fabrique déjà des modèles de peau imprimés en 3D qui peuvent être utilisés pour des greffes, pour des grands brûlés, pour des choses comme ça. Ça commence vraiment à être utilisé. Ce n'est pas des essais, ce n'est pas de la science-fiction.
On peut imaginer que demain, vous avez une maladie et un problème à un organe, on va vous refabriquer votre propre organe avec vos propres cellules. Donc derrière, ça veut dire plus de problème de disponibilité d'organes par manque de donneurs, et plus de problème de rejet de l'organe, parce qu'on va vous refabriquer votre propre organe avec vos propres cellules, donc on va supprimer potentiellement le traitement anti-rejet, qui est un traitement très lourd et qui se prend à vie une fois que vous êtes transplanté. Donc c'est vraiment quelque chose de... Enfin, ça paraît de la science-fiction, mais je pense qu'on le connaîtra. Du coup, sur les métiers, on en parlait tout à l'heure sur la chaîne, il y a de l'impact transversal sur les métiers. Du coup, c'est quoi les transformations des métiers ? Transformation des métiers, on l'a dit, des métiers qui vont se réinventer. On parle des architectes, on peut parler des designers produits, on peut parler de tous ces créatifs qui, aujourd'hui, vont pouvoir vraiment créer l'objet auquel ils pensent. Avant, ils étaient limités par certaines méthodes de fabrication qui leur empêchaient d'avoir certains designs. Maintenant, on ne se pose plus la question. On a un design, on veut le faire, et ben on y va. On prend l'impression 3D. Et ça paraît simple, mais c'est pas si simple dans la réalité, parce que je vous dis, on a des dizaines et des dizaines d'années de contraintes par certaines technos, et les gens ont encore du mal à se dire, ah bah si, bah ça je peux le faire maintenant. Grâce à l'impression 3D, je peux faire ce design. Je peux faire cette pièce de cette façon-là. Et elle va me faire me gagner un temps monstre parce que j'aurai plus d'assemblage derrière, parce que j'aurai plus de réglage derrière. Donc voilà, il y a ces métiers-là qui vont se transformer, enfin qui vont devoir évoluer. Et on a des métiers qui sont en train d'apparaître. Je pense notamment à la modélisation 3D pour l'impression 3D. C'est quelque chose de très particulier parce que justement, les contraintes ne sont pas les mêmes que pour l'injection ou pour l'usinage ou la découpe laser. Donc, il faudra former tous ces modélisateurs, ces concepteurs 3D en amont. Et pour l'utilisation ? Pour l'utilisation aussi. Pour l'utilisation, je dirais pas que c'est plus facile, mais ça s'apprend beaucoup plus rapidement que la conception 3D. Mais il va falloir former les personnes à l'utilisation de l'impression 3D. Et en tout ce qui est emploi connexe, bah, ça va être toute la partie réglementation, toute la partie logistique, on en a parlé. Penser la logistique autrement. Réglementation aujourd'hui est en train d'arriver avec l'impression 3D, mais il y a encore énormément de choses à faire. Donc voilà, tous ces emplois-là qui gravitent autour de la fabrication traditionnelle vont aussi être impactés. Concrètement, au sein de 3D Morphose, tu as quelles compétences, quel type de profils sont au sein de la structure ? On a des ingénieurs, on a des dessinateurs, on a des designers pour toute la partie vraiment technique qu'on est en train de former à l'impression 3D parce que c'est des personnes qui ont été formées sur les anciens cursus d'ingénieurs ou de conception de produits industriels et qui ne maîtrisent pas encore totalement l'impression 3D. Des formations commencent seulement à arriver sur l'impression 3D d'un point de vue école d'ingénieur. J'entends des formations dédiées à l'impression 3D. Ils utilisent déjà la techno depuis quelques années, mais c'était soit une option, soit ils voyaient brièvement la techno. Là, on a vraiment des formations 100% dédiées qui commencent à arriver. Donc, c'est ces profils-là que nous, on va prendre et on forme vraiment l'impression 3D. Du coup, est-ce que ça fait advenir, justement, on parlait de ça, il y a des compétences à acquérir qui n'existent pas forcément. Quelles sont ces compétences sur lesquelles il faut acquérir du savoir-faire ? Cette gymnastique intellectuelle de dire, ça, maintenant, je peux le réaliser. Avant, je ne pouvais pas. Régulièrement, je travaille avec un partenaire dans l'usinage et je lui montre des pièces. Je lui dis, il faut refaire ça. Il me dit, impossible, ou ça va te coûter très cher. Et puis, on regarde l'impression 3D et ça coûte 10 fois, 100 fois moins cher et ça se fait en quelques heures. C'est vraiment cette gymnastique intellectuelle, se dire, ok, j'ai pas de limite. Ok, j'ai envie de faire telle pièce comme ça, et j'y vais. Et encore une fois, ça paraît simple à dire, mais dans la réalité des faits, c'est vraiment quelque chose, c'est pas un automatisme. Et où est-ce qu'on peut aller découvrir justement concrètement l'impression 3D ? Alors, l'impression 3D, vous pouvez venir nous voir à Reims. À Reims, c'est une partie de nos ateliers dans les Ardennes, sur le site de la société Scorpio Technologies. Et après, maintenant, vous avez de l'impression 3D à peu près partout en France, dans toutes les villes. Vous allez dans les Fab Labs, dans les universités, vous trouverez des imprimantes 3D. Quelle est l'étape suivante pour 3D Morphose ? L'étape suivante, c'est grossir, comme toute société. Pour nous, la croissance passera par la nouvelle offre qu'on est en train de mettre en place, c'est cette offre de virtualisation du stock. Pourquoi ? Parce qu'on a eu souvent ce problème de clients qui venaient nous voir avec une pièce cassée, une ligne de production à l'arrêt. Et c'est la catastrophe pour le client parce qu'il prend du retard. Dans certains secteurs d'activité, un jour de retard, c'est 1 million d'euros, voire plus. Donc il faut tout de suite que la machine soit réparée. Sauf qu'ils n'ont pas la pièce de rechange parce que le fournisseur n'existe plus, parce qu'il y a un délai d'approvisionnement qui est de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que, pour tout un tas de raisons. Donc nous, l'idée, c'est d'intervenir avant la casse, de faire un audit chez le client, de lui pointer les problèmes potentiels ou les pièces à risque, s'il ne l'a pas déjà fait, et de lui proposer une solution d'approvisionnement de pièces avec des délais et des coûts qui sont maîtrisés. Si la pièce casse, il sait déjà en combien de temps il aura la pièce sur son bureau, donc il pourra vraiment gérer cette crise de la façon la plus sereine possible. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour gagner de nouveaux clients dans l'impression 3D ? C'est convaincre. Convaincre parce que, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle technologie, donc il faut convaincre les clients qu'elle peut faire aussi bien, voire mieux que les technologies actuelles.
présenter tous les avantages de cette technologie par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelles. Et puis après, le plus dur, c'est le commerce de base, comme dans tout secteur d'activité, quoi. Merci Mehdi. Donc, c'était le podcast de l'Odyssée des métiers du futur sur le sujet de l'impression 3D, où on a bien pu comprendre, et merci, tous les enjeux de réussir à avoir construit en fait déjà les machines qui ont permis en fait de construire ces objets en 3D et de réussir à construire les procédés qui utilisent notamment des matériaux très différents et de pouvoir construire à des échelles très différentes, de petites échelles à très grandes échelles. On parlait de pouvoir maintenant construire directement des bâtiments. On voit bien que pour y arriver, en fait, l'utilisation de l'impression 3D nécessite en fait un travail amont très important de conception de fichiers et donc du coup aussi d'avoir développé l'industrie du logiciel qui a permis en fait la conception de ces nouveaux objets. Et maintenant, quelque part, on est sur les freins, les croyances limitantes de chacun, notamment dans l'industrie, dans la capacité à se dire que, en fait, des solutions existent, différentes, disruptif par rapport à ce que est notre connaissance habituelle des circuits de production. Et donc, elles sont en plus proches de chez nous. Et qu'on peut aller, en effet, questionner, regarder comment on peut fabriquer directement des pièces, notamment dans la mécanique, comme toi, tu le fais avec ta structure, mais aussi dans le bâtiment. Et que ça suppose en fait des ruptures, des disruptions profondes sur les métiers de chacun pour pouvoir s'emparer du potentiel technologique et de créativité. Mehdi, un mot de la fin ? Merci à vous d'avoir pu me permettre de parler de ce métier. Et puis voilà, je veux dire aux créatifs, allez-y, lâchez-vous. Pas de limite, achetez une petite imprimante et testez, allez-y. Eh bien, merci beaucoup. Merci Mehdi. Merci à vous.